Dracula par Bram Stoker. Chapitres 10 et 11. Lettre du docteur Seward à l'honorable Arthur Holmwood, le 6 septembre. Mon cher Art, les nouvelles que je t'apporte aujourd'hui ne sont pas si bonnes. Ce matin, Lucie a un peu rechuté. Il en découle, en revanche, une bonne chose. Madame Westenra s'est naturellement fait du souci pour Lucie et elle m'a consulté ès-qualité à son propos. J'en ai profité pour lui dire que mon vieux maître, le grand spécialiste, venait me rejoindre et que je lui demanderais de s'occuper d'elle en même temps que moi. Ainsi, pouvons-nous aller et venir sans trop l'alarmer. Un choc la tuerait en effet aussitôt, ce qui pourrait être désastreux pour Lucie compte tenu de son état de faiblesse. Nous sommes, nous tous, cernés par les difficultés, mon pauvre vieux camarade, mais grâce à Dieu, nous en sortirons. J'écrirai si nécessaire, ce qui veut dire que, si je ne me manifeste pas, tu peux considérer que je suis simplement en attente de nouvelles. À bientôt, amicalement à toi, John Seward. Journal du docteur Seward, le 7 septembre. Voici la première chose que médite Van Helsing quand nous nous sommes retrouvés à la gare de Liverpool Street. Avez-vous dit quoi que ce soit à notre jeune ami, son amoureux à elle? Non, ai-je répondu. J'attendais de vous avoir vu, comme je l'ai précisé dans mon télégramme. Je lui ai écrit une lettre me contentant de lui faire savoir que vous veniez, car Miss Westenra n'allait pas si bien que cela, et que je l'aviserais en cas de besoin. Bien, mon ami, très bien. Mieux vaut lui ne pas savoir pour l'instant. Peut-être même ne saura-t-il jamais. Je prie de la sorte, si nécessaire, alors il saura tout. Et mon bon ami John, laissez-moi vous mettre en garde. Vous vous occupez des fous. Tous les hommes sont fous, d'une manière ou d'une autre. En la mesure où vous vous occupez de vos fous avec discernement, faites de même aussi avec les fous de Dieu, c'est-à-dire le reste du monde. Vous ne dites pas à vos fous ce que vous faites ni pourquoi vous le faites. Vous ne dites pas que ce que vous pensez. Alors vous garderez la connaissance à sa place, là où elle peut se poser, où elle peut rassembler son espèce autour d'elle et avoir une descendance. Vous et moi garderons pour l'instant ce que nous savons ici et ici. Il m'a touché le cœur et le front, puis il a touché les siens de même façon. Je garde pour moi mes pensées à présent. Plus tard, je vous expliquerai. Pourquoi pas maintenant? Ai-je demandé. Cela peut avoir un effet positif. Nous arriverons peut-être à quelques décisions. Il a fait une pause, m'a regardé, puis a déclaré « Mon ami John, lorsque le blé a poussé, même avant d'avoir mûri, tandis que le lait de la terre-mère est dans lui, que les rayons du soleil n'ont pas encore commencé à peindre son or sur lui, l'agriculteur tire l'épi et frotte entre ses mains rugueuses. Et il souffle pour chasser la balle verte, et il vous dit « Regardez, ça c'est un bon blé, ça va faire une bonne récolte le moment venu. » Je n'ai pas saisi la pertinence du propos et je lui ai signifié. En guise de réponse, il s'est penché, a saisi mon oreille et l'a tirée, gaiement, comme il le faisait il y a longtemps lors de ses cours. Il a alors déclaré « Un bon agriculteur vous dit cela à ce moment-là, parce qu'il sait, mais pas avant. Mais vous ne croyez pas à un agriculteur déterrer le blé planté pour voir si le blé pousse. Ça, c'est pour vos enfants qui jouent à l'agriculture, et non pour ceux qui vivent de ce travail. Vous voyez maintenant, ami John, j'ai semé mon blé et la nature a son travail à faire pour le faire germer. Si le blé germe, il y a comme une promesse, et j'attends jusqu'au moment où l'épi se met à gonfler. » Il s'est interrompu, voyant à l'évidence que je comprenais. Puis il poursuivit, et avec beaucoup de gravité. Vous avez toujours été un étudiant attentif, et votre recueil de cas était toujours plus garni que celui des autres. Alors, vous étiez seulement étudiant, maintenant vous êtes un maître, et j'espère de bonnes habitudes n'ont disparu. Souvenez-vous, mon ami, que la connaissance est plus forte que la mémoire, et que nous ne devrions pas faire confiance à la plus faible de ces deux-là.
Même si vous n'avez pas gardé une bonne pratique, laissez-moi vous dire que ce cas de notre chère demoiselle est un cas qui peut, attention, je dis bien peut-être, d'un tel intérêt pour nous et les autres que tout le reste ne fera pas passer celui-ci par pertes et profits. De ça, prenez donc bonne note. Rien n'est trop mineur. Je donne ce conseil. Consignez même vos doutes et vos conjectures. Plus tard, ce sera intéressant de voir comme vous avez peut-être deviné juste. C'est l'échec et non pas le succès qui nous fait apprendre. Lorsque j'ai décrit les symptômes de Lucie, les mêmes qu'avant, mais nettement plus prononcés, il a paru très grave mais n'a rien dit. Il a saisi une sacoche contenant de nombreux instruments et drogues, l'horrible attirail de notre bienfaisante industrie, ainsi qu'il lui était arrivé de nommer lors d'un de ses cours l'équipement de celui qui fait profession de guérir. Mademoiselle Westenra nous a accueillis à notre entrée chez elle. Elle était inquiète, mais loin de l'être autant que je m'étais attendu à la trouver. La nature, dans un de ces élans de bienfaisance qu'elle peut connaître, a fait en sorte que même la mort trouve quelque antidote aux terreurs qu'elle suscite. Dans le cas que voici, où le moindre choc peut se révéler fatal, les choses sont ainsi réglées que, pour je ne sais quelle raison, ce qui ne la touche pas personnellement, même l'affreux changement subi par sa fille, à laquelle elle est si attachée, ne semble pas l'atteindre. Voilà qui ressemble un peu à la façon dont Dame Nature entoure un corps étranger d'une enveloppe faite de quelque tissu insensible, capable de protéger d'un mal objet, même que ce mal blesserait s'il en allait autrement par son contact. À supposer qu'il s'agisse d'un amour de soi qui s'impose aux individus, nous devrions alors y réfléchir à deux fois avant de déclarer que ce soit coupable du vice d'égoïsme, car les causes de cet égoïsme ont peut-être des racines plus profondes que nous n'en avons connaissance. Informé que je suis de cette phrase de la pathologie mentale, j'ai donc fixé comme règle que Madame Westenra ne puisse se trouver en présence de Lucie lorsque nous la verrions, ou qu'elle ne pense au mal dont souffre cette dernière, que pour autant que cela soit absolument nécessaire. Elle y a volontiers consenti, si volontiers que j'y ai de nouveau discerné la main de la nature se battant pour la survie. On nous a fait monter, Van Helsing et moi, à la chambre de Lucie. Si j'avais été choqué en la voyant hier, j'ai été horrifié en la voyant aujourd'hui. Elle était cadavérique, le teint pâle et terreux. On ne voyait plus de traces de rouge même sur ses lèvres et ses gencives, et les os de la face faisaient saillie. Sa respiration faisait peine à voir et à entendre. Le visage de Van Helsing s'est figé tel le marbre tandis que ses sourcils convergeaient au point de presque se rejoindre au-dessus du nez. Lucie était étendue, immobile, et elle ne semblait pas avoir la force de parler. Aussi, pendant un moment, sommes-nous restés silencieux. Puis Van Helsing me fait signe, et nous sommes sortis discrètement de la pièce. Sitôt que nous eûmes fermé la porte, il s'était lancé dans le couloir jusqu'à la suivante qui était ouverte. Puis il m'a vite entraîné dans cette pièce, et il a fermé la porte. Mon Dieu, c'est terrible. Il n'y a pas un instant à perdre. Elle va mourir, simplement faute d'avoir assez de sang pour un fonctionnement du cœur normal. Il faut faire une transfusion de sang, au plus vite. Vous ou moi? Je suis plus jeune et plus vigoureux, professeur. Il faut que ça soit moi. Alors préparez-vous tout de suite. Je vais aller prendre ma sacoche en bas. Je suis prêt. Je suis descendu avec lui, et à ce moment-là, on a frappé à la porte du hall d'entrée. À notre arrivée dans cette pièce, la bonne venait d'ouvrir la porte, et Arthur entrait d'un pas vif. Il s'est précipité sur moi, disant en un chuchotis impatient « Jack, j'étais si inquiet. J'ai lu entre les lignes de ta lettre et je me suis rongé les sangs. Mon paternel allait mieux, aussi ai-je couru jusqu'ici pour me rendre compte par moi-même. Ce monsieur n'est-il pas le docteur Van Helsing? Je vous suis si reconnaissant, monsieur, d'être venu. » Le professeur lui avait d'abord décoché un regard où se lisait la colère d'être interrompu à un moment comme celui-là, mais ensuite observant son physique vigoureux et prenant conscience de la virilité forte et jeune qui semblait se dégager d'Arthur, ses yeux se sont illuminés. Sans s'interrompre, il lui dit avec gravité, tout en lui tendant la main, « Monsieur, vous êtes arrivé à temps. Vous êtes l'amoureux de notre chère demoiselle. Elle va mal.
très mal. Non, mon petit, restez avec nous. » Car Arthur avait soudain pâli et s'était assis dans un fauteuil, s'évanouissant presque. « Il faut l'aider. Vous pouvez faire plus qu'autre personne au monde aujourd'hui, et votre courage est notre meilleur allié. » « Que puis-je faire ? Dites-le moi et je le ferai. Ma vie lui appartient et je donnerai pour elle ma dernière goutte de sang. » Le professeur possède un sens de l'humour très prononcé, et moi qui le connais depuis longtemps, j'en ai pu déceler la trace dans sa réponse. « Mon jeune monsieur, je n'en demande pas tant, en tout cas pas la dernière. » Que dois-je faire ? Ses yeux étincelaient, ses narines dilatées frémissaient d'ardeur. Van Helsing lui a donné une tape sur l'épaule. « Venez. Vous êtes un homme et c'est d'un homme dont nous avons besoin. Vous êtes mieux que moi, mieux que mon ami John. La jeune demoiselle va mal, très mal. Elle a besoin de sang, le sang qu'il lui faut, sinon ce sera la mort. Mon ami John et moi avons délibéré et nous nous apprêtons à accomplir ce que nous appelons une transfusion de sang. Faire un transfert depuis les veines bien remplies de quelqu'un vers les veines vides qui soupirent après du sang. John devait, normalement, donner son sang, car il est plus jeune et plus fort que moi. Mais maintenant que vous êtes là, vous êtes meilleurs que nous, jeunes ou vieux, qui nous échinons dans le monde de la pensée. Nos nerfs ne sont pas aussi calmes, et notre sang pas aussi resplendissant que le vôtre. Si seulement vous saviez avec quelle joie je mourrais pour elle. Vous comprendriez. Brave garçon. Dans peu de temps, vous serez heureux d'avoir fait tout ça pour celle que vous aimez. Venez, maintenant, et ne faites pas de bruit. Vous lui donnerez un baiser avant que ça ne soit fait, mais après il faudra aller, et vous devrez partir à mon signe. Ne dites pas un mot de tout cela à madame. Vous savez comment elle est. Il ne doit pas y avoir d'émotion. Savoir la moindre chose, ce serait de l'émotion. Venez. Nous sommes tous montés à la chambre de Lucie. Arthur, conformément aux instructions, est resté à l'extérieur. Lucie a tourné la tête et nous a regardés sans rien dire. Elle ne dormait pas, mais elle était vraiment trop faible pour faire l'effort de parler. Elle le faisait avec ses yeux, et c'était tout. Van Helsing a pris certains objets dans sa sacoche et les a posés sur une petite table où l'on ne pouvait les voir. Puis il a préparé un narcotique et, s'approchant du lit, a dit joyeusement « Eh bien, petite demoiselle, voici votre médicament. Buvez-le entièrement comme une enfant sage. Voyez, je vous soulève pour rendre la prise plus facile. Oui. » L'effort de Lucie avait été couronné de succès. J'ai été stupéfait de voir tout le temps qu'il fallut pour que la drogue agisse. En vérité, cela montrait à quel point Lucie était faible. Un temps interminable parut s'écouler avant que le sommeil ne commence à faire clignoter ses paupières. La puissance du narcotique finit cependant par se manifester, et elle tomba dans un sommeil profond. Lorsque le professeur eut estimé que tout était en ordre, il demanda à Arthur de venir dans la chambre et le pria d'ôter sa veste. Il a alors ajouté « Vous avez le droit de lui prendre juste un petit baiser pendant que j'approche la table. Ami John, aidez-moi. » Ainsi, nous n'avons ni l'un ni l'autre regardé tandis qu'il se penchait sur elle. Van Helsing a dit en se tournant vers moi « Il est si jeune et fort, et d'un sang si pur que nous n'avons pas besoin de le défibriner. » Alors, avec rapidité, mais avec une méthode d'une rigueur absolue, Van Helsing procéda à l'intervention. Au fil de la transfusion, une sorte de vie semblait reprendre possession des joues de cette pauvre Lucie. Mais en dépit de la pâleur croissante d'Arthur, le visage du jeune homme paraissait briller d'une joie absolue. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'inquiéter, car la perte de sang faisait sentir ses effets sur Arthur, si vigoureux fut-il. J'ai ainsi pu concevoir quelle épreuve terrible l'organisme de Lucie avait dû subir, puisque cela même qui affaiblissait tant Arthur ne redonnait que partiellement des forces à la jeune femme. Mais le professeur avait le visage figé tandis qu'il restait là, montre en main, les yeux fixés tantôt sur la patiente et tantôt sur Arthur. J'entendais les battements de mon propre cœur, puis presque aussitôt le professeur a dit très doucement « Restez ici un instant, cela suffit. Occupez-vous de lui et je vais veiller sur elle. » Quand tout fut terminé, je pus voir à quel point Arthur était affaibli. J'ai pensé sa blessure et j'ai pris son bras pour l'éloigner tandis que Van Helsing disait sans se retourner
L'amoureux courageux mérite, je crois, un autre baiser, auquel il va avoir droit tout de suite. » Et comme il en avait désormais terminé, il arrangea l'oreiller derrière la tête de la patiente. Tandis qu'il s'y employait, les 3 rubans de velours noir qu'elle semble toujours porter autour de la gorge, fermée par une ancienne boucle de diamants offerte par son amoureux, remonta un petit peu, découvrant une marque rouge sur sa gorge. Arthur ne la remarqua pas, et j'entendis Van Helsing inspirer avec ce sifflement profond, qui est l'une des façons dont se trahissent ses émotions. Il n'a rien dit sur le moment, mais s'est tourné vers moi en déclarant « Maintenant, accompagnez en bas notre jeune et courageux amoureux. Donnez-lui du vin de Porto et laissez-le s'allonger un peu. Puis il faut qu'il aille chez lui, qu'il se repose et qu'il dorme et qu'il boive, beaucoup, pour qu'il puisse reprendre des forces, de ce qu'il a tant donné à son amour. Il ne faut pas qu'il reste ici. Un moment. Je crois comprendre, monsieur, que vous aviez impatience du résultat. Alors portez-vous avec la nouvelle qu'intervention est un succès. Vous avez cette fois sauvé sa vie, et vous pouvez aller chez vous avec certitude que tout ce qui peut être fait a été fait. Je lui dirai tout quand elle ira bien. Elle ne vous aimera pas moins de ce que vous avez fait. Au revoir, monsieur. Après le départ d'Arthur, je suis retourné dans la chambre. Lucie dormait paisiblement, mais sa respiration était plus forte. Je voyais bouger le couvre-lit lorsque sa poitrine se gonflait. Van Helsing était assis à son chevet, la regardant avec intensité. Le ruban de velours recouvrait de nouveau la marque rouge. J'ai demandé au professeur en chuchotant. « Que dites-vous de cette marque sur sa gorge ? Et vous ? Qu'en dites-vous » ? « Je n'ai pas encore examiné, ai-je répondu, et sur le champ je me suis mis à desserrer le ruban. Juste au-dessus de la veine jugulaire, il y avait 2 perforations de petite taille, et qui ne semblaient guère être saines. Rien n'indiquait la présence d'une maladie, mais les bords étaient blancs et effrités, comme s'ils avaient été triturés. Il m'est aussitôt venu à l'esprit que cette blessure, à supposer que c'en fût une, était peut-être ce qui avait causé cette perte manifeste de sang. Mais j'ai renoncé à cette idée, à peine l'eus-je conçue, car la chose était impossible. Le lit tout entier eût été baigné d'une couleur écarlate sous l'effet du sang que cette jeune fille avait sûrement perdu pour montrer cette pâleur avant la transformation. Eh bien, je ne sais qu'en penser. Le professeur s'est alors levé. Il me faut retourner à Amsterdam. Il y a là-bas des livres et d'autres choses dont j'aurai besoin. Il faut que vous restiez ici toute la nuit, et vous ne devez pas la quitter des yeux. Disposerai-je d'une infirmière ? Nous sommes les meilleurs infirmiers, vous et moi. Vous veillez toute la nuit, faites en sorte qu'elle soit bien nourrie et que rien ne la dérange. De toute la nuit, vous ne devez pas dormir. Plus tard, nous pourrons dormir, vous et moi. Je serai de retour le plus tôt possible, et alors nous pourrons commencer, peut-être. Nous commencerons, peut-être. Que diantre voulez-vous dire ? Nous verrons. Rappelez-vous, elle est sous votre responsabilité. Si vous la quittez et que se produit quelque chose de fâcheux, je vous assure que vous n'aurez pas de sommeil facile par la suite. Journal du docteur Seward, suite. Le 8 septembre. Je suis resté éveillé toute la nuit auprès de Lucie. L'effet de l'opium s'est décidé vers le crépuscule, et elle s'est éveillée d'une façon naturelle. Elle semblait vraiment différente de ce qu'elle avait été avant l'intervention. Elle était de bonne humeur et pleine d'une heureuse vivacité, et je voyais les marques de la prostration absolue qu'elle avait subie. Lorsque j'ai dit à Madame Westenra que le docteur Van Helsing avait prescrit que je passe la nuit à son chevet, elle a presque tourné cette idée en ridicule, soulignant que sa fille avait repris des forces et qu'elle était d'excellente humeur. Je n'ai cependant pas cédé et me suis préparé pour ma longue veille. Une fois que sa bonne l'eut préparée pour la nuit, je suis entré dans la chambre, ayant dîné entre-temps, et j'ai pris un siège à son chevet. Elle n'avait pas la moindre objection, mais me lançait des regards reconnaissants chaque fois que mes yeux rencontraient les siens. Au bout d'un moment, elle a paru glisser dans le sommeil, mais elle a fait un effort pour se ressaisir et pour chasser l'envie de dormir. Cela s'est reproduit plusieurs fois. Ces efforts devenaient plus intenses et entrecoupés de pauses plus brèves au fil du temps. Il était visible qu'elle ne voulait pas dormir. Aussi, sans plus attendre, ai-je abordé le sujet. « Vous ne voulez pas vous endormir ? » « Non. J'ai peur. »
Peur de vous endormir? Pourquoi donc? C'est là une faveur à laquelle nous aspirons tous. Oh non. Pas si vous étiez comme moi. Si le sommeil était pour vous un présage d'horreur. Un présage d'horreur? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Et c'est ce qui est si terrifiant. Toute cette faiblesse me vient quand je suis endormi, au point que la simple pensée du sommeil me fait frémir. Mais, ma bien chère amie, cette nuit vous pouvez dormir. Je suis ici pour veiller sur vous. Et je peux vous promettre que rien ne va se passer. Ah, je peux vous faire confiance. Saisissant cette occasion, je lui ai dit alors, « Je vous promets que si quoi que ce soit me prouve que vous faites de mauvais rêves, je vous réveillerai aussitôt. » Vous feriez cela, vraiment, que vous êtes bon pour moi. En ce cas, je veux dormir. À peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle a poussé un profond soupir de soulagement et qu'elle retomba sur son lit, endormie. Toute la nuit, je l'ai veillée. Elle n'a pas fait un seul mouvement, mais elle a dormi, plongée dans un sommeil profond, tranquille, dispensateur de vie et de santé. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes tandis que sa poitrine se soulevait et retombait avec la régularité d'un balancier. Son visage souriait et il était évident que nul mauvais rêve n'était venu troubler sa tranquillité de l'esprit. Tôt le matin, sa bonne est venue dans la chambre, je l'ai laissée à sa garde et m'en suis retourné chez moi car bien des choses me préoccupaient. J'ai adressé un bref télégramme à Van Helsing et à Arthur pour leur dire que l'intervention avait parfaitement réussi. Il m'a fallu toute la journée pour mettre à jour mon travail qui avait pris beaucoup de retard. Il faisait nuit lorsque j'ai pu prendre des nouvelles de mon patient zoophage. On m'a fait un rapport rassurant, il était resté tranquille toute la journée et la nuit précédente. J'ai reçu un télégramme de Van Helsing en provenance d'Amsterdam, me suggérant d'aller ce soir à Hillingham, car il ne serait pas inopportun, selon lui, que je me trouve à proximité. Il annonçait aussi qu'il quittait Amsterdam par le paquebot poste du soir et me rejoindrait tôt demain matin. Le 9 septembre. Je me sentais bien fatigué, en fait exténué à mon arrivée à Hillingham. 2 nuits durant, c'est à peine si j'avais fermé l'œil, et mon cerveau commençait à ressentir cet engourdissement qui est la marque de l'épuisement cérébral. Lucie était debout et d'humeur joyeuse. En me serrant la main, elle m'a dévisagé d'un regard pénétrant et m'a dit « Vous ne veillerez pas cette nuit. Vous êtes exténué. Je vais de nouveau fort bien, c'est la vérité. Mais s'il faut vraiment veiller, c'est moi qui veillerai sur vous. » Je n'ai pas voulu discuter, mais je suis allé souper. Lucie m'a accompagné et stimulé par sa présence charmante, j'ai fait un excellent repas et bu quelques verres de ce Porto plus qu'excellent. Puis Lucie m'a conduit à l'étage et m'a montré une chambre voisine de la sienne où brûlait un bon feu. « Bon, il faut que vous restiez ici. Je laisserai cette porte ouverte ainsi que la mienne. Vous pouvez rester étendu sur le sofa, car je sais que rien ne saurait vous pousser, vous autres médecins, à vous mettre au lit tant qu'il y a un patient à l'horizon. Si j'ai besoin de quelque chose, j'appellerai, et vous pourrez venir aussitôt jusqu'à moi. » Je ne pouvais qu'acquiescer, car j'étais mort de fatigue, et n'aurais pu veiller même si je l'avais voulu. Aussi, voyant qu'elle promettait derechef de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce fût, je me suis étendu sur le sofa et j'ai tout oublié. Journal de Lucie Westenra. Le 9 septembre. Je me sens tellement heureuse ce soir. J'ai été si affreusement faible que le seul fait de pouvoir penser et me déplacer me donne l'impression d'être au soleil après une longue période de vent soufflant dans un ciel plombé. Curieusement, j'ai le sentiment qu'Arthur est très très près de moi. C'est comme si je sentais autour de moi sa présence et qu'elle me réchauffe. La cause en est, j'imagine, que la maladie et la faiblesse sont des réalités égoïstes qui font que nous ne pensons plus qu'à nous et ne plaignons que nous, alors que la bonne santé et la force lâchent la bride à l'amour et que ce dernier, par la pensée et les sentiments, peut errer là où il lui plaît. Je sais où vont mes pensées, si seulement Arthur savait. Très cher, vos oreilles tintent sûrement dans votre sommeil comme le font les miennes quand je suis éveillé. Le repos bienheureux de la nuit dernière, comme j'ai dormi sous la garde de ce cher et bon docteur Seward.
Et cette nuit, je n'aurai pas peur de dormir, car il est tout près et à portée de voix. Merci à vous tous d'être si bons avec moi. Bonne nuit, Arthur. Journal du Dr Seward. Le 10 septembre. J'ai eu conscience que la main du professeur se posait sur ma tête et je me suis réveillé en sursaut d'un coup. C'est du moins l'une des choses que nous apprenons à faire dans un asile. Et comment va notre patiente? Bien. Quand je l'ai quittée, ou plutôt quand elle m'a quitté, ai-je répondu. Venez, voyons cela, dit-il. Et nous sommes tous deux entrés dans la chambre. Le store était baissé et j'ai traversé la pièce afin de le relever, cependant que Van Helsing, de son pas délicat comme celui d'un chat, se dirigeait vers le lit. Quand j'ai relevé le store et que le soleil matinal a inondé la pièce, j'ai entendu le professeur inspirer avec son sifflement grave, et comme je connaissais la rareté du phénomène, une peur mortelle m'a transpercé le cœur. À mon approche, il a eu un mouvement de recul, et son exclamation d'horreur « Gott in Himmel » fut aussi éloquente que son visage ravagé. Levant la main, il a montré le lit. Son visage plombé était tiré d'une pâleur terreuse. J'ai senti que mes genoux se mettaient à trembler. Là, sur le lit, apparemment évanouie, gisait cette pauvre Lucie, plus atrocement blanche et blême que jamais. Même les lèvres étaient blanches et ses gencives semblaient être rétractées, comme nous le voyons parfois sur un cadavre après une longue maladie. Van Helsing a levé son pied pour frapper le sol de colère, mais l'instinct de toute une vie ainsi que de longues années d'habitude ne l'ont pas abandonné. Et il l'a reposé doucement. « Vite, apportez le cognac. » Je me suis précipité dans la salle à manger et j'en suis revenu muni du flacon. Il en a humecté ses pauvres lèvres blanches et ensemble nous avons frotté les paumes, les poignets et le cœur. Auscultant cet organe, il a déclaré au bout de quelques moments d'un suspense insoutenable. « Il n'est pas trop tard. Il bat, bien que ce ne soit que faiblement. Tout ce que nous avions fait est défait. Il nous faut recommencer. Il n'y a pas de jeune Arthur ici en ce moment. Il faut cette fois-ci que je fasse appel à vous, mon ami John. » Et tout en parlant, il fourrageait dans sa sacoche, dont il sortait les instruments nécessaires à la transfusion. J'avais ôté ma redingote et retroussé la manche de ma chemise. Il n'était pas possible de recourir à un opiat en de telles circonstances, et il n'y en avait nul besoin. Aussi, sans perdre un instant, nous avons commencé l'intervention. Au bout d'un moment, qui du reste ne m'a guère paru court, car être vidé de son sang, même si on le donne volontairement, produit une impression terrifiante, Van Helsing leva un doigt en signe d'avertissement. « Ne bougez pas. Je sens qu'en reprenant des forces, elle peut se réveiller, et ce serait danger. Mais je prendrai des précautions. Je vais donner une injection hypodermique de morphine. » Puis il s'est employé avec rapidité et habileté à exécuter son plan. Son effet sur Lucie n'a pas été négligeable, car l'évanouissement parut se muer subtilement en narcose. C'est avec un sentiment d'orgueil personnel que je vis une faible nuance de couleur se glisser furtivement sur les joues et ses lèvres pâles. Nul homme ne peut deviner, s'il n'a vécu la chose, l'émotion de sentir son propre sang aspirer jusque dans les veines de la femme qu'il aime. Le professeur m'observait avec la plus grande attention. « Cela ira. »« Déjà ? Vous en aviez pris bien davantage à Arthur. » Ma réflexion lui a arraché une sorte de sourire triste, tandis qu'il répondait « C'est son amoureux, son fiancé. Vous avez du travail, beaucoup de travail à faire pour elle et pour les autres. Pour l'heure, cela suffira. » Une fois l'intervention achevée, il s'est occupé de Lucie, tandis que du doigt, j'appuyais sur ma propre incision. En attendant qu'il ait le temps de s'occuper de moi, je me suis allongé car je me sentais faible et en proie à un léger malaise. Ayant sans tarder pensé ma blessure, il m'a dit de descendre me procurer un verre de vin. Comme je quittais la chambre, il m'a rattrapé, me disant dans un demi-chuchotement « Faites attention, rien de cela ne doit être dit. Si notre jeune amoureux surgissait à l'improviste comme précédemment, surtout pas un mot. Ça lui ferait peur et ça l'enjalouserait aussi en même temps. Il ne faut ni l'un ni l'autre. Allons. » À mon retour, il m'a regardé attentivement avant de dire « Cela aurait pu être pire pour vous. Allez dans la chambre, restez allongé sur le sofa et reposez-vous un peu. Puis prenez un petit déjeuner copieux et venez me voir ici. » J'ai suivi ses instructions, sachant à quel point elles étaient justes et sages.
J'avais joué mon rôle et maintenant mon premier devoir était de ne pas perdre de force. Je me sentais très faible, et cette faiblesse atténuait la stupéfaction que j'aurais dû ressentir, eu égard à ce qui s'était passé. Je me suis néanmoins endormi sur le sofa, ne cessant de m'étonner que Lucie ait connu une telle rechute et qu'elle ait été vidée d'une telle quantité de sang, alors qu'aucune espèce de trace ne l'attestait dans la chambre. Mon étonnement, je pense, a dû se poursuivre en rêve, car, dans mon sommeil, comme éveillé, mes pensées en revenaient toujours aux petites perforations présentes sur sa gorge, ainsi qu'à l'aspect irrégulier et effrité de leur rebord, si minuscules fussent-ils. Lucie a dormi une grande partie de la journée et à son réveil, elle était plutôt bien portante et vigoureuse, sans pour autant aller aussi bien que la veille, tant s'en fallait. Après l'avoir vue, Van Helsing est sorti marcher un peu, la laissant sous ma surveillance et m'enjoignant catégoriquement de ne pas la quitter, ne fût-ce qu'un instant. Je l'ai entendu dans le hall qui demandait où se trouvait le bureau du télégraphe le plus proche. Lucie bavarda avec moi sans retenue, et elle semblait dans l'ignorance totale de ce qui s'était passé. Je tentais d'entretenir son amusement et son intérêt. Lorsque sa mère est montée la voir, elle n'a pas paru remarquer le moindre changement, et elle m'a dit avec gratitude « Nous avons une telle dette à votre égard, Dr. Seward, pour tout ce que vous avez fait. Mais il vous faut vraiment prendre garde à ne pas vous surmener. Vous-même avez l'air assez pâle. Ce qu'il vous faut, c'est une épouse qui vous soigne et s'occupe un peu de vous. Je vous l'assure. » En l'entendant, Lucie s'empourpra. Mais cela ne dura qu'un instant, car ses pauvres veines dévastées ne pouvaient supporter longtemps un afflux de sang si inaccoutumé vers le cerveau. La réaction se manifesta par une pâleur excessive, alors qu'elle tournait vers moi des yeux qui imploraient. J'ai souri et hoché la tête, et mis un doigt sur mes lèvres. Poussant un soupir, elle est retombée sur ses oreillers. Van Helsing revint quelques heures plus tard, et il me dit bientôt « Maintenant, vous rentrez chez vous. Vous mangez beaucoup, et buvez suffisamment. Donnez-vous des forces. Je reste ici cette nuit, et c'est moi qui veillerai sur la petite demoiselle. Vous et moi devons surveiller ce cas, et il ne faut pas que d'autres sachent. J'ai de graves raisons. Ne demandez pas lesquelles. Pensez ce que vous voudrez. Ne craignez pas de penser même les choses les plus improbables. Bonne nuit, ami John. » Dans le hall, 2 des bonnes sont venues vers moi et m'ont demandé si l'une d'elles, ou toutes les 2, ne pourrait pas veiller, Miss Lucy. Elles m'en implorèrent. Lorsque je dis que le souhait du docteur Van Helsing était que l'un de nous 2 restât veillé, elles me demandèrent sur un ton éploré d'intercéder auprès du monsieur étranger. Leur bonté m'a touché. Peut-être était-ce dû à ma faiblesse actuelle et peut-être parce que c'était pour Lucie que se manifestait leur dévouement, car j'ai vu à de nombreuses reprises de semblables exemples de bonté féminine. Je suis revenu ici à temps pour un dîner tardif, fait ma série de visites, tout se passe bien, et consigné cela en attendant la venue du sommeil. Le 11 septembre. Je suis allé cet après-midi à Illingham. J'ai trouvé Van Helsing d'excellente humeur et Lucie en bien meilleure forme. Peu après ma venue, un gros paquet en provenance de l'étranger est arrivé pour le professeur. Il l'a ouvert avec beaucoup d'empressement affecté, bien entendu, exhibant un grand bouquet de fleurs blanches. « Voici, pour vous, Miss Lucy. »« Pour moi ? Oh, docteur !»« Oui, ma chère. Mais il ne s'agit pas que vous jouiez avec. Ce sont des médicaments. Eh oui. Mais elles ne sont pas à prendre en décoction ou sous une forme peu ragoûtante. Alors vous n'avez pas besoin de retrousser ce nez si charmant. Sinon, je dirais à mon ami Arthur quel chagrin il devra peut-être éprouver de voir que tant de beauté qu'il aime tant devenir tant déformée. Ma jolie demoiselle, mes paroles maîtres, le temps adorable nez tout droit de nouveau. Ces médicaments, mais vous ne savez pas comment. Je mets ceci sur la fenêtre, je fais une jolie guirlande et je mets ceci autour de votre cou pour que vous dormiez bien. Oh oui, ces choses, comme la fleur de lotus, font oublier les soucis. Cela sent tellement comme les eaux du Léthé, et cette fontaine de jouvence que recherchaient les conquistadors dans les Florides, et qu'ils ne trouvèrent que trop tard. Pendant qu'il discourait, Lucie avait examiné les fleurs et les avait senties. Elle les reposa alors d'un geste vif et dit, riant à moitié et à moitié dépité, « Professeur, je crois que vous êtes tout simplement en train de vous gausser de moi. Enfin, ces fleurs ne sont que de l'ail ordinaire.
À ma grande surprise, Van Helsing se leva, et il dit avec le plus grand sérieux, ses mâchoires d'acier serrées et ses sourcils broussailleux se rejoignant, « Qu'on ne s'avise pas de badiner avec moi. Je ne plaisante jamais. Il existe une sévère intention dans tout ce que je fais, et je vous avertis que vous ne faites pas obstacle. Faites attention, par égard pour les autres, si ce n'est pas pour vous. » Voyant alors que la pauvre Lucie s'effrayait, il poursuivit plus doucement. « Oh, petite demoiselle, ma chère, n'ayez pas peur de moi. Je fais seulement pour votre bien, mais il y a une vertu très utile pour vous dans ces fleurs si communes. Voyez, je les dispose moi-même dans votre chambre. Je fabrique moi-même la guirlande que vous allez porter, mais... Chut, il ne faut pas parler à d'autres qui posent des questions si pleines de curiosité. Il nous faut obéir, et le silence fait partie de l'obéissance, et l'obéissance doit vous amener forte et en bonne santé, dans des bras aimants qui vous attendent. Maintenant, restez assise un moment, sans bouger. Venez avec moi, ami John, et vous m'aiderez à orner la chambre d'Aille, qui a fait toute la route depuis Harlem, où mon ami Vanderpool fait pousser des plantes médicinales dans ses serres toute l'année. Il a fallu que je télégraphie hier, sans quoi elle ne serait pas arrivée. Nous sommes entrés dans la chambre, prenant les fleurs avec nous. Les faits et gestes du professeur étaient assurément bizarres et ne correspondaient à aucune pharmacopée dont j'eusse jamais entendu parler. Il a commencé par remonter les fenêtres, qu'il a fermées soigneusement ensuite. Prenant une poignée de fleurs, il en a frotté partout le châssis, comme pour s'assurer que la moindre bouffée d'air susceptible de pénétrer serait imprégnée de l'odeur de l'ail. Puis avec ce bouchon, il a frotté la totalité du montant de la porte, en haut, en bas, de chaque côté, et fait de même autour de la cheminée. Tout cela me semblait grotesque, et je n'ai pas tardé à dire « Eh bien, professeur, je sais que vous ne faites jamais rien sans de bonnes raisons, mais assurément, voilà qui m'étonne. Heureusement que nous n'avons pas ici de sceptiques, car il dirait que vous jetez quelques charmes pour éloigner un esprit malin. »« C'est peut-être cela, » répondit-il tranquillement, tout en se mettant à confectionner la guirlande que Lucie devrait porter autour du cou. Puis nous avons entendu que Lucie se fut préparée pour la nuit, et une fois qu'elle fut au lit, il vint fixer lui-même la guirlande d'ail autour du cou. Les derniers propos qu'il tint à la jeune fille furent ceux-ci. « Veillez à ne pas la déplacer, et même si vous trouvez l'atmosphère de la pièce étouffante, n'ouvrez cette nuit ni la fenêtre, ni la porte. Je vous le promets, et merci 1000 fois à vous deux pour toute votre gentillesse à mon égard. Qu'ai-je donc fait pour avoir mérité de tels amis? C'est une bénédiction. » Tandis que nous quittions la demeure, à bord de mon fiacre qui nous avait attendus, Van Helsing me dit « Cette nuit, je pourrai dormir en paix. Et de sommeil j'ai besoin. 2 nuits de transport, beaucoup de lecture dans l'intervalle et beaucoup d'anxiété le jour suivant, avec en plus une nuit de veille, sans fermer l'œil. Tout demain matin, vous passez me chercher et nous venons tous les deux pour voir notre jolie demoiselle. Elle sera bien plus forte grâce à mon charme. » Il semblait si confiant que, me souvenant de la confiance que j'avais moi-même éprouvée 2 soirs plus tôt, avec quel funeste résultat, je ressentis à la fois de la crainte et une vague de terreur. Ce fut sans doute ma faiblesse qui me fit hésiter à en parler à mon ami, mais cette impression n'en fut que plus forte, telle des larmes que l'on n'a pas versées. Chapitre 11. Journal de Lucie Westenra. Le 12 septembre. Comme ils sont tous gentils envers moi. J'aime beaucoup ce cher docteur Van Helsing. Je me demande pourquoi il a tant insisté à propos de ces fleurs. Il m'a véritablement effrayé, tant il était implacable, et cependant il avait sûrement raison, car je sens déjà qu'elles me font du bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne redoute pas d'être seul cette nuit, et je peux m'endormir sans avoir peur. Peu m'importe si j'entends des battements d'ailes derrière la fenêtre. Ah, ce combat terrible qu'il m'a fallu si souvent livrer contre le sommeil ces derniers temps. La souffrance de l'insomnie ou la souffrance qui vient de la peur de dormir avec, pour moi, toutes ces horreurs qui m'étaient inconnues, comme ils sont bénis, ceux dont la vie n'est pas exposée à la peur, à l'effroi, pour qui le sommeil est une bénédiction qui vient chaque nuit n'apportant que de doux rêves. Eh bien, me voici ce soir espérant le sommeil étendu, telle Ophélie dans la pièce de théâtre, accompagnée de guirlandes virginales et de fleurs pour pucelles. Avant,
Je n'avais jamais aimé l'ail, mais ce soir c'est un délice. Son odeur apporte la paix. Je sens que le sommeil vient déjà. Bonne nuit à tous. Journal du docteur Seward, le 13 septembre. Fut au Berkeley où je trouvais, comme d'habitude, Van Helsing prêt et à l'heure. La voiture réservée depuis l'hôtel attendait. Le professeur a pris sa sacoche qu'il a désormais toujours avec lui. Il convient de tout relater avec précision. Van Helsing et moi sommes arrivés à Hillingham à 8 heures. Une matinée superbe, le soleil éclatant et la sensation fraîche d'un automne précoce donnaient à penser que le travail annuel de la nature arrivait à son terme. Les feuilles étaient en train de prendre toutes sortes de belles couleurs, mais elles n'avaient pas encore commencé à tomber des arbres. À notre entrée, nous avons rencontré Madame Westenra qui sortait du petit salon. Elle se lève toujours de bonne heure. Elle nous a salués avec chaleur et nous a dit « Vous serez heureux de savoir que Lucie va mieux. Cette chère enfant dort encore. J'ai jeté un coup d'œil dans la chambre et je l'ai vue, mais je ne suis pas entré de peur de la déranger. » Le professeur sourit et parut jubilé. Il se frotta les mains, tout en disant « Ah ah ah, je pensais bien avoir su diagnostiquer ce cas. Mon traitement fonctionne. » Ce à quoi Madame Westenra répondit « Il ne faut pas vous en attribuer tout le mérite, docteur. L'état de Lucie ce matin m'est dû en partie. » Que voulez-vous dire, madame ? Eh bien, cette nuit, je me suis beaucoup inquiété pour cette chère enfant, et je suis allé dans sa chambre. Elle dormait profondément. Si profondément qu'elle ne s'est même pas réveillée quand je suis rentré. Mais l'atmosphère de la pièce était atrocement étouffante. Ces fleurs horribles à l'odeur forte étaient très nombreuses. Il y en avait partout, et elle en avait même une guirlande autour du cou. Je crains que cette odeur lourde ne soit insupportable à cette chère enfant, vu l'état de faiblesse où elle se trouvait. Je les ai donc tout enlevés, et j'ai entrouvert la fenêtre pour faire entrer un peu d'air frais. Vous serez satisfait à la voyant, j'en suis sûr. Elle pénétra dans son boudoir, où elle a pour habitude de prendre son petit déjeuner de bonne heure. Tandis qu'elle parlait, j'avais observé le visage du professeur et je l'avais vu changer de couleur et devenir gris, comme la cendre. Il avait su se maîtriser tant que cette pauvre femme était là, car il connaissait son état et savait à quel point un choc lui serait néfaste. Il lui avait même souri en lui tenant la porte au moment où elle quittait la pièce. Mais dès qu'elle eut disparu, il me fit soudain entrer de force dans la salle à manger, dont il ferma la porte. C'est alors que pour la première fois de ma vie, j'ai vu Van Helsing effondré. Il leva les bras, exprimant une sorte de désespoir muet. Puis il se frappa les paumes, l'une contre l'autre, l'air désemparé. Il finit par s'asseoir dans un fauteuil et se couvrant le visage des mains, il se mit à sangloter. Des sanglots sonore et sec, qui semblait provenir de son cœur même qui souffrait 1000 morts. Puis il dressa de nouveau les bras comme s'il en appelait à l'univers tout entier. Dieu, 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 qu'avons-nous fait? Qu'a fait cette pauvre créature pour qu'une telle cruauté nous assaille? Y a-t-il encore sur notre destinée venue du monde païen de temps jadis pour que telle chose se produise? Et de telle façon. Cette pauvre mère, consciente de rien et pensant qu'elle agit pour le meilleur, elle fait une chose qui va ruiner sa fille, corps et âme, et nous ne pouvons pas le lui dire. Nous ne pouvons même pas l'avertir, sinon elle va mourir. Et elles vont mourir toutes les deux. Comme toutes les puissances des démons sont contre nous. Soudain, il s'est levé, d'un bond. Venez. Il faut que nous puissions voir et agir, démons ou pas, ou bien tous les démons à la fois, peu importe. Nous combattons cela de la même façon. Il a gagné la porte du hall pour prendre sa sacoche et tous deux nous sommes montés à la chambre de Lucie. Une nouvelle fois, j'ai relevé le store tandis que Van Helsing se dirigeait vers le lit. Cette fois, il ne sursauta pas en regardant ce pauvre visage empreint, comme précédemment, de la même pâleur, cette horrible pâleur de cire. La physionomie du professeur qui était faite de tristesse résolue et d'infinie pitié. « Comme je m'y attendais », murmura-t-il avec cette façon si expressive qu'il avait d'inspirer en sifflant. Sans un mot, il est allé fermer la porte à clé. Puis il s'est mis à disposer sur la petite table les instruments nécessaires à l'exécution d'une nouvelle transfusion.
J'en avais reconnu la nécessité depuis longtemps et je commençais à ôter ma redingote, mais il m'a arrêté, la main levée en signe d'avertissement. Non. Aujourd'hui, c'est vous qui devrez conduire l'intervention. Moi, je fournirai. Vous êtes déjà affaibli. Et tout en parlant, il ôta sa redingote et retroussa ses manches. Nouvelle intervention, de nouveau le narcotique. De nouveau les joues de cendre qui retrouvaient un peu de couleur et la respiration régulière d'un sommeil normal. Cette fois, c'est moi qui suis resté auprès de la malade pendant que Van Helsing reprenait des forces et se reposait. Il eut bientôt l'occasion de dire à Madame Westenra qu'elle ne devait rien enlever de la chambre de Lucie sans le consulter, que les fleurs avaient une vertu médicinale et que d'en respirer l'odeur faisait partie de la méthode curative. Puis il prit lui-même en main la direction des opérations, disant qu'il veillerait cette nuit et la nuit d'après, et qu'il me ferait prévenir lorsqu'il aurait besoin que je le rejoigne. 1 heure encore et Lucie s'est éveillée, fraîche, en beauté, et à ce qu'il semblait, sans avoir eu à souffrir de sa terrible épreuve. Qu'est-ce que tout cela signifie ? J'en viens à me demander si depuis le temps que je vis parmi les aliénés, l'état de mon propre cerveau ne commence tant d'être affecté. Journal de Lucie Westenra, le 17 septembre. 4 jours et 4 nuits de paix. Je suis en train de reprendre de telles forces que j'ai peine à me reconnaître. C'est comme si j'avais traversé quelques longs cauchemars et que je venais de me réveiller pour avoir le beau soleil et me sentir enveloppé de l'air frais du matin. J'ai en moi comme le demi-souvenir flou de longs moments d'angoisse où j'attendais et j'avais peur, de ténèbres où n'existait pas même la douleur, de l'espoir pour rendre plus poignante la détresse de l'instant. Ensuite, de longues périodes d'oubli et la remontée vers la vie tel un plongeur qui refait surface en franchissant une immense masse d'eau. Néanmoins, depuis que le docteur Van Helsing est à mes côtés, il semble que tous ces mauvais rêves aient disparu. Les bruits qui me rendaient folle d'inquiétude, les battements d'ailes contre la fenêtre, les voix lointaines qui me paraissaient si proches, les sons discordants venant de je ne sais où et m'ordonnant de faire je ne sais quoi, ont tous cessé. Je me mets désormais au lit sans la moindre crainte de m'endormir. J'ai pris vraiment goût à l'ail, et chaque jour, un plein cajot m'en arrive de Haarlem. Ce soir, le docteur Van Helsing s'en va car il lui faut passer une journée à Amsterdam. Mais il est inutile que l'on me veille. Je me porte suffisamment bien pour rester seul. Je rends grâce à Dieu qui prend soin de ma mère, de mon cher Arthur et de tous nos amis qui se sont montrés si généreux. Je ne sentirai même pas la différence car la nuit dernière, le docteur Van Helsing a dormi une bonne partie du temps dans son fauteuil. 2 fois en me réveillant, je l'ai trouvé en train de dormir, mais je n'ai pas eu peur de me rendormir, bien que les branches ou les chauves-souris ou je ne sais quoi encore frappassent presque furieusement aux vitres. Pall Mall Gazette, le 18 septembre. Le loup échappé. Périlleuse aventure pour notre reporter. Interview du gardien des jardins zoologiques. Après maintes demandes, et guère moins de refus, ayant recouru sans relâche au mot Pall Mall Gazette comme à une sorte de talisman, j'ai réussi à trouver le gardien de la division des jardins zoologiques dont fait partie le secteur des loups. Thomas Bilder habite l'une des petites maisons de l'enclos située derrière le bâtiment des éléphants, et il était en train de s'asseoir devant son thé lorsque je l'ai trouvé. Thomas et sa femme sont des gens hospitaliers, âgés, sans enfants, et si l'exemple d'hospitalité dont ils m'ont fait bénéficier reflète la façon dont ils vivent à l'ordinaire, leur existence doit être plutôt confortable. Le gardien n'a point voulu aborder ce qu'il appelait le travail avant la fin du repas, moment où nous étions tous rassasiés. Puis, la table, une fois desservie et après avoir allumé sa pipe, il a déclaré « Maintenant, monsieur, vous pouvez y aller et me demander ce que vous voulez. Vous m'excuserez de ne point causer des sujets qui sont en rapport avec ma profession avant de manger. Moi, les loups, les chacals et les hyènes de notre division, je leur sers le thé avant de commencer à leur poser des questions. » « Qu'entendez-vous par leur poser des questions ?» ai-je demandé, désirant l'encourager à parler. « Leur flanquer des coups sur la tête avec une perche, par exemple, ou alors leur gratter les oreilles lorsque les gars pleins aux as veulent un peu de spectacle pour leur mademoiselle. La première possibilité, elle me déplaît pas trop. Je veux dire frapper avec une perche avant que ce soit moi qui leur balance le dîner, mais j'attends qu'ils y aient pris leur chéri et leur café en quelque sorte avant que je tente le grattage d'oreilles. Vous savez, nous autres, on a pas mal de choses qui sont pareilles que chez ces animaux-là.
Il y a vous qui venez, qui me posez des questions sur le métier que je fais, et voilà que je rouspète. Et s'il n'y avait pas eu votre bon Dieu de 2000 livres, je vous aurais renvoyé paître avant d'avoir répondu. Pareil, quand vous m'avez demandé, sarcastiquement, si je voulais, que vous demandiez au directeur si c'était possible de me poser des questions, sauf votre respect. C'est quand je vous ai dit d'aller au diable. Oui, tout à fait. Et quand vous avez dit que vous feriez un rapport pour avoir dit des obscénités, c'est comme si vous m'aviez flanqué des coups sur la tête. Mais la 2000 livres a tout réparé. J'allais point me battre, alors j'ai attendu la nourriture et j'ai gueulé comme c'est que font les lions et les tigres. Mais par tous les dieux, maintenant que ma vieille m'a flanqué dans le buffet un bon morceau de gâteau et qu'elle m'a arrosé avec sa bon Dieu de théière, que j'ai allumé ma bouffarde, vous pouvez me gratter les oreilles tant que vous voulez, et vous me tirerez même pas un grognement. Allez-y avec vos questions. Je sais de quoi vous allez me causer. Vous allez me parler du loup qui s'est échappé. Exactement. Je souhaite que vous me donniez votre point de vue. Dites-moi simplement comment cela s'est passé. Et une fois que je connaîtrai les faits, je vous ferai dire ce qui, selon vous, en est la cause et de quelle façon vous pensez que toute cette affaire se terminera. D'accord, patron. Voilà à peu près toute l'histoire. Ce loup qu'on a appelé Berserker, c'était un des 3 loups gris venus de Norvège jusque chez Jamrak, où on l'a acheté il y a 4 ans. Un brave loup qui se tenait comme il fallait et qui nous causait jamais d'histoire notable. Me voilà d'autant plus surpris de voir qu'il a voulu filer. Même chose pour tous les autres animaux de cet endroit. Mais enfin, les loups, on peut pas leur faire confiance, pas plus qu'aux femmes. Faites pas attention à ce qu'il dit, monsieur, l'interrompit Madame Tom avec un rire joyeux. Ça fait si longtemps qu'il s'occupe des animaux que je vous fiche mon billet que c'est lui aussi un vieux loup. Mais il n'est pas méchant. Eh bien, monsieur, c'est à peu près 2 heures après que je les ai nourris que j'ai commencé à entendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'étais en train de faire une paillasse dans la singerie pour un jeune puma qui est malade. Mais quand j'ai entendu que ça glapissait et que ça hurlait, je me suis ramené aussi sec. Il y avait Berserker qui tirait comme un fou sur les barreaux comme s'il voulait sortir. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce jour-là et à proximité, il y avait un homme, un grand type mince avec le nez crochu et la barbe taillée en pointe. Il y avait quelques poils blancs au milieu. Il avait un regard dur et froid avec des yeux rouges et je l'ai pris en grippe. Rapport qu'on aurait dit que c'était après lui qu'ils en avaient. Il avait la main dans des gants blancs de chevreau et il m'a montré les animaux en me disant « Gardien, on dirait que ces loups sont agacés par quelque chose. » Peut-être que c'est vous, que j'ai dit, rapport que j'aimais pas l'air qu'il prenait. Il s'est pas mis en rogne comme j'espérais, mais il a souri avec une sorte d'insolence et sa bouche a été pleine de dents blanches et pointues. « Oh non, qui dit, je ne pense pas être à leur goût. »« Ah bah si, vous l'êtes sûrement, que j'ai dit en le singeant. Ça leur plaît toujours d'avoir 1 ou 2 os pour se nettoyer les dents. À l'heure du thé. Et vous en avez un paquet. » Bien, c'est curieux, mais quand c'est les animaux, ils ont vu que je cogeais, ils se sont tous couchés. Et quand je suis allé voir Berserker, il m'a laissé lui caresser les oreilles comme d'habitude. Ce bonhomme s'est amené et je vous fiche mon billet qu'il a tendu la main et que lui aussi il a caressé les oreilles au vieux loup. « Faites gaffe, que je lui dis, c'est pas un calme. »« Ne vous en faites pas, qui répond, j'ai l'habitude. »« Vous êtes dans la partie, vous aussi, que je lui dis, soulevant ma casquette, vu que quelqu'un qui fait dans le commerce des loups, etc., c'est un bon copain des gardiens. »« Non, qui répond, pas exactement dans la partie, mais j'en ai domestiqué quelques-uns. » Là-dessus, il soulève son chapeau, poli comme un milord, et il part. Ce vieux Berserker a pas cessé de le suivre des yeux tant qu'il était toujours dans son champ de vue. Puis il est allé se coucher dans un coin et il n'a pas voulu en sortir de toute la soirée. Eh ben, la nuit dernière, dès que la lune est montrée, ces loups, ils se sont mis à hurler. Il n'y avait personne près d'ici. À part quelqu'un qui peut-être appelait son chien pour le faire sortir des jardins à Park Road. Je suis sorti 1 ou 2 fois pour voir si tout allait bien, et par le fait, ça se passait comme il fallait. Et puis les hurlements se sont arrêtés. Juste avant midi, j'ai fait un petit tour avant de rentrer, et 20 Dieu, quand j'arrive en face de la cage du vieux Berserker, je vois que les barreaux ont été brisés, tordus, et la cage est vide. Ça, j'en suis sûr. Quelqu'un a-t-il pu voir quelque chose ? Il y avait un des jardiniers qui est rentré chez lui ce soir-là, après la chorale, qui voit un grand chien gris qui est en train de sortir à la hâte du jardin. Mais moi, j'y crois guère, vu qu'il n'a pas dit un mot à sa bourgeoise en rentrant, et que c'est après qu'on a su
qu'il y avait un loup d'échappé et qu'on avait passé la nuit dans le parc à chercher Berserker qui s'y est souvenu qu'il avait vu quelque chose. Moi, ce que j'ai pensé, c'est que la chorale lui était montée à la tête. Et maintenant, monsieur Builder, avez-vous une quelconque explication à l'évasion du loup? Eh bien, monsieur, je crois que j'en ai une, mais moi, je suis pas sûr que ma théorie vous séduira. Certainement que si. Un homme comme vous, possédant une longue expérience des animaux, ne peut essayer de deviner vaille que vaille ce qui s'y vraiment passé. Qui va s'y risquer? Eh bien, monsieur, voilà comment j'explique les choses, à ce qu'il me semble. Ce loup, il s'est échappé simplement parce qu'il voulait s'en aller. Voyant avec quel bon cœur Thomas et sa femme riaient de cette plaisanterie, j'ai compris qu'elle avait déjà servi, et que toutes ces explications n'étaient qu'une turlupinade un peu compliquée. Je ne pouvais rivaliser de badinage avec le digne Thomas, mais je pensais connaître une façon plus sûre de toucher son cœur. Aussi, lui ai-je dit, « Bon, monsieur Builder, nous allons faire comme si ce premier demi-souverain avait achevé son office, et comme si son petit frère attendait qu'on vienne le chercher lorsque vous m'aurez dit ce qui, à votre avis, va se passer. » D'accord, monsieur. Faudrait bien m'excuser, je le sais de vous avoir plaisanté, mais ma vieille qu'elle a m'a fait un clin d'œil. C'était une façon de me dire que je pouvais y aller. Peine! Quel toupet! Mon opinion, la voilà, monsieur. Ce loup, il se cache quelque part. Le jardinier qui se souvenait pas, il a dit qu'il galopait vers le nord plus vite qu'un cheval, mais moi j'y crois pas. Parce que vous voyez, monsieur, les loups, ça galope pas plus que les chiens. Vu qu'ils sont point bâtis pour ça. Les loups, c'est bien joli dans un livre de contes, et je dirais que quand ils sont en meute et qu'ils harcèlent quelque chose, ils peuvent faire du bruit et mettre cette proie-là en morceaux. Mais dans la vraie vie, un loup, c'est une créature de bas étage qui est loin d'être aussi futée ou audacieuse qu'un bon chien et qui est loin de se battre aussi bien. Celui que je vous cause, il est point habitué à se battre, ou même à pourvoir à ses propres besoins, et je crois plutôt qu'il est quelque part autour du parc en train de se cacher et de trembler. Mais si vraiment il est capable de penser à quelque chose, en train de se demander comment il va avoir son petit déjeuner, ou peut-être qu'il est quelque part en sous-sol dans une cave à charbon. Mais aïeux, il y a une cuisinière qui va sacrément sursauter quand elle verra ses deux yeux verts qui la regardent en luisant dans l'obscurité. S'il trouve pas de nourriture, sûr qu'il va en chercher, et peut-être bête qu'au bout d'un moment, on va tomber sur une boucherie. S'il n'y arrive pas et qu'une nourrice, elle fiche le camp avec un soldat en laissant le môme dans le landau, eh ben je serais point surpris si ça faisait un bébé de moins dans les chiffres du recensement. C'est tout. J'étais en train de lui tendre le demi-souverain lorsque quelque chose a surgi derrière la fenêtre. Sous l'effet de la surprise, le visage de M. Builder vit sa longueur multipliée par 2. Seigneur Dieu! Voilà-t-il pas que ce vieux Berserker, il est revenu tout seul? Il s'est dirigé vers la porte et l'a ouverte lui-même, geste qui me semblait bien inopportun. J'ai toujours pensé qu'un animal sauvage ne paraît jamais autant à son avantage que lorsqu'il existe entre nous quelque obstacle vraiment durable. Idée qu'une expérience personnelle a davantage consolidée en moi qu'elle ne l'a diminuée. Tout compte fait, rien ne vaut pourtant l'habitude, car ni Builder ni sa femme n'accordèrent plus d'importance au loup que je ne le ferais d'un chien. Quant à l'animal, il était aussi pacifique et bien élevé que celui qui est à l'origine de tous les loups que l'on voit dans les livres d'images. Celui qui fut l'ami de Petit Chaperon Rouge et qui, avec son déguisement, cherchait à gagner la confiance de la petite fille. Toute cette scène offrait un mélange indicible de comique et de pathétique. Le méchant loup qui, une demi-journée durant, avait paralysé Londres et fait frémir de peur tous les enfants de la ville, se trouvait là, dans une posture de quasi-pénitence, et on le recevait et le cajolait comme une sorte de fils prodigue un peu rusé. Le vieux Builder l'examina de haut en bas avec la plus tendre des sollicitudes, et lorsqu'il en fut terminé avec son pénitent, il déclara « Vous voyez, monsieur, je savais que le pauvre vieux, il aurait des soucis. C'est pas ce que j'ai pas arrêté de vous dire. Regardez sa tête qui est pleine de coupures et d'éclats de verre. Il a dû passer par-dessus un bon dieu de mur ou un truc dans ce genre. Quelle honte que les gens y soient autorisés à mettre des tessons de bouteilles en haut de leur mur. Voilà le résultat. Allez, viens, Berserker. » Il prit le loup et l'enferma dans une cage, lui laissant un morceau de viande correspondant au moins en quantité aux attributs physiques du veau gras, et il est parti faire son rapport. Je suis moi-même rentré afin de transcrire l'unique récit exclusif existant aujourd'hui au sujet de l'étrange escapade du zoo. Journal du Dr Seward, 17 septembre. Après le dîner, je me suis consacré à la mise à jour de mes livres de contes, tâche qui, en raison de l'urgence d'autres travaux et de mes nombreuses visites à Lucie,
Elle avait pris un retard regrettable. Soudain, la porte s'ouvrit brutalement et mon patient se précipita dans la pièce, le visage déformé par la colère. J'en fus abasourdi, car l'irruption d'un patient pénétrant de son propre chef dans le bureau du directeur est un événement qui ne se produit presque jamais. Sans s'arrêter ne fût-ce qu'un instant, l'homme s'est dirigé droit vers moi. Il avait en main un couteau à viande, et voyant qu'il était dangereux, je tentai de rester de l'autre côté de la table. Il était cependant trop rapide et trop fort pour moi. Avant même que je ne puisse assurer mon équilibre, il m'avait frappé, me coupant assez gravement le poignet gauche. Avant qu'il ne frappe à nouveau, cependant, je lui ai asséné un coup du poing droit, et le voilà qui s'est retrouvé étalé sur le dos par terre. Mon poignet saignait abondamment, et c'est une vraie petite flaque qui coulait sur le tapis. J'ai compris que mon ami ne tenait pas particulièrement à produire un nouvel effort, et je me suis employé à panser mon poignet, observant tout du long d'un œil circonspect la silhouette prostrée. Quand les surveillants se précipitèrent dans le bureau et que nous dirigeâmes vers lui notre attention, je fus absolument écœuré par ce qu'il était en train de faire. Couché par terre sur le ventre, il lapait, tel un chien, le sang qui avait coulé de mon poignet. On l'a maîtrisé sans peine et à ma grande surprise, il est parti très paisiblement avec les surveillants, se contentant de répéter sans cesse « le sang est la vie, le sang est la vie ». Je ne peux pas me permettre de perdre du sang en cet instant précis. Je n'en ai que trop perdu ces temps derniers pour mon bien-être physique et la tension prolongée due à la maladie de Lucie et à ces phases horribles n'est pas sans conséquence sur moi. Je suis surexcité et fatigué. Et j'ai besoin de repos. Beaucoup de repos. Heureusement, Van Helsing ne m'a pas fait appeler. Je ne peux donc pas renoncer à mon sommeil ce soir. Je ne pourrai guère m'en passer sans prendre de risques. Télégramme de Van Helsing à Anvers, au Dr Seward à Carfax. Envoyé à Carfax dans le Sussex, aucune précision n'ayant été donnée quant au comté, distribué avec 20 heures de retard. 17 septembre. Ne manquez pas d'être à Hillingham ce soir. Si vous ne veillez pas en permanence, visitez fréquemment et assurez-vous que les fleurs soient à la place où on les a mises. Très important, n'y manquez pas. Serez avec vous dès que possible après l'arrivée. Journal du Dr Seward. 18 septembre. Suis juste en train de partir prendre le train pour Londres. L'arrivée du télégramme de Van Helsing m'a rempli de consternation. Une nuit entière de perdu, et les tristes événements que j'ai vécus m'ont appris ce qui peut se produire en une seule nuit. Bien sûr, il est possible que tout aille bien, mais quand je pense à ce qu'il a pu se passer, il faut à coup sûr que quelque sort horrible plane au-dessus de nous tous pour que quantité d'incidents fassent obstacle à la moindre de nos tentatives. Je vais emporter ce cylindre à Hillingham et ainsi je pourrai compléter mon journal de ce jour sur le phonographe de Lucie. Mémoire laissée par Lucie Wassenra. 17 septembre, la nuit. J'écris ces lignes et je les laisse pour qu'on les voie, afin que nul n'ait, du fait de quelque hasard, à souffrir à cause de moi. Voici un récit exact de ce qui s'est passé cette nuit. Je sens que je suis en train de mourir de faiblesse et j'ai à peine la force d'écrire. Il faut pourtant que cela soit fait, même si je meurs en m'y employant. Je me suis couché comme à l'habitude, m'assurant que les fleurs étaient placées conformément aux instructions du docteur Van Helsing, et je me suis vite endormi. J'ai été réveillé par ce battement d'aile contre la fenêtre qui s'était manifesté pour la première fois après que, somnambule, j'étais allé sur la falaise de Whitby, la nuit où Mina m'a sauvé, et que je connais si bien maintenant. Je n'avais pas peur, mais j'aurais souhaité que le docteur Seward fût dans la pièce voisine, comme le docteur Van Helsing avait dit que ce serait le cas, ce qui m'aurait permis de l'appeler. J'ai tenté de me rendormir, mais sans y parvenir. Et puis m'est venue cette vieille peur du sommeil, et j'ai résolu de rester réveillé. Comme par un fait exprès, le sommeil voulait s'installer au moment où je ne le souhaitais plus. Alors, comme j'avais peur d'être seul, j'ai ouvert ma porte et j'ai crié « Y a-t-il quelqu'un » Il n'y a pas eu de réponse. Je craignais de réveiller ma mère et j'ai donc refermé la porte. Puis au dehors, parmi les arbustes, j'ai entendu une sorte de hurlement comme celui d'un chien, mais plus féroce et plus grave. Je suis allé regarder à la fenêtre, mais je n'ai rien pu voir, si ce n'est une grande chauve-souris qui avait de toute évidence heurté la fenêtre de ses ailes. Alors je me suis recouché, mais décidé à ne pas dormir. Bientôt, la porte s'est ouverte et ma mère a regardé à l'intérieur de la chambre. Voyant à mes mouvements que je ne dormais pas, elle est entrée et s'est assise à côté de moi.
Elle m'a dit avec encore plus de gentillesse et de douceur qu'à son habitude: « Je n'étais pas tranquille à ton sujet, ma chérie, et je suis venu voir si tu allais bien. » Craignant qu'elle n'attrape-froid à rester là assise, je lui ai demandé de me rejoindre et de dormir avec moi. Alors elle s'est mise au lit et s'est attendue à mes côtés. Elle n'a pas ôté sa robe de chambre, disant qu'elle ne resterait qu'un moment avant de regagner son propre lit. Tandis que nous étions étendus dans les bras l'une de l'autre, les battements et les heurts se sont de nouveau fait entendre à la vitre. Surprise et un peu effrayée, elle s'est écriée: « Que se passe-t-il » J'ai tenté de l'apaiser, finissant par y réussir, et elle est restée calmement étendue. Mais j'entendais son pauvre cœur qui battait encore terriblement. Au bout d'un moment, s'est élevé de nouveau au dehors parmi les arbustes, le hurlement sourd. Peu après, il s'est produit un choc violent contre la fenêtre tandis que des éclats de verre étaient projetés en masse sur le sol de la chambre. Le vent, qui soufflait dans la pièce, a repoussé sur son passage le store de la fenêtre, et par le trou béant dans la vitre est apparue la tête d'un grand loup maigre et gris. Ma mère a poussé un cri d'effroi. Elle s'est relevée avec effort pour se mettre en position assise, agrippant frénétiquement tout ce qu'elle pouvait. Entre autres choses, elle a agrippé la guirlande de fleurs dont le docteur Van Helsing insistait pour que je la porte, et elle me l'a arrachée. Durant 1 ou 2 secondes, elle est restée assise, montrant le loup du doigt, et sa gorge a fait entendre un gargouillis étrange et horrible. Puis elle est retombée, comme frappée par la foudre, et sa tête m'a heurté le front, m'étourdissant quelques instants. La chambre et tout ce qui nous entourait semblaient tournoyer. Je ne quittais pas la fenêtre des yeux. Mais le loup a retiré la tête et une myriade de petits poings ont paru surgir, poussés par le souffle, au travers de la fenêtre brisée, tourbillonnant et virevoltant comme la colonne de poussière que décrivent les voyageurs quand le simoun se lève dans le désert. J'ai tenté de bouger, mais j'étais submergé par une sorte de charme, et le pauvre corps de cette chère mère qui semblait déjà refroidir, car son cher cœur avait cessé de battre, m'immobilisé de son poids. Puis, durant un moment, je n'ai plus eu conscience de rien. Le temps ne m'a pas paru long, mais ce furent des instants vraiment tout à fait atroces, avant que je ne reprenne connaissance. Quelque part à proximité sonnait le glas, des chiens aboyaient dans tout le voisinage et, parmi nos arbustes tout près, à ce qu'il semblait, chantait un rossignol. J'étais stupéfaite et étourdie de douleur, de terreur et de faiblesse, et le chant du rossignol me faisait penser à la voix de ma mère morte, revenue pour me réconforter. Le bruit semblait avoir aussi réveillé les bonnes, car j'entendais le bruissement de leurs pieds nus devant ma porte. Je les ai appelées, elles sont entrées, et lorsqu'elles ont vu ce qui s'était passé et la chose qui était étendue par-dessus moi sur le lit, elles ont poussé des hurlements. Le vent s'est engouffré par la fenêtre brisée, et la porte s'est refermée en claquant. Elles ont soulevé le corps de ma chère mère et l'ont déposé recouvert d'un drap sur le lit, afin que je puisse me lever. Elles étaient toutes si effrayées, si nerveuses, que je leur ai dit d'aller dans la salle à manger et de boire chacune un verre de vin. La porte s'est ouverte brusquement, un instant, puis s'est refermée. Les bonnes poussaient des hurlements et elles s'en sont allées groupées dans la salle à manger. J'ai posé les fleurs qui me restaient sur le buste de ma chère mère. Cela fait, je me suis souvenu de ce que le docteur Van Helsing m'avait dit. Mais j'ai préféré les y laisser. De plus, je savais que j'aurais désormais l'une des domestiques pour me veiller. J'ai été surprise de ne pas voir revenir les bonnes. Je les ai appelées, mais sans obtenir de réponse. Aussi, suis-je allé les chercher dans la salle à manger. J'ai eu un coup au cœur en voyant ce qui s'était passé. Elles étaient toutes les 4 étendues par terre, inertes, respirant lourdement. Le flacon de sherry était sur la table à moitié plein, mais il flottait dans l'air une odeur étrange et âcre. Soupçonnant quelque chose, j'ai examiné le flacon. Il sentait le laudanum, et en regardant sur la desserte, j'ai constaté que la bouteille que le médecin de ma mère utilisait, hélas, à son intention était vide. Que dois-je faire? Me voici de retour dans la chambre auprès de ma mère. Je ne puis la laisser, et je suis seul, excepté les domestiques en train de dormir et que quelqu'un a drogué. Seul, avec les morts. Je n'ose pas sortir car j'entends par la fenêtre brisée le hurlement sourd du loup. On dirait que l'air est rempli de points qui flottent et virevoltent dans le courant d'air provenant de la fenêtre, et les lampes brûlent, bleues et floues. Que dois-je faire? Dieu fasse qu'il ne m'arrive rien cette nuit. Je vais cacher ce document sur mon sein. On le trouvera quand on viendra me faire ma toilette funèbre. Ma chère mère disparue. Il est temps aussi que je disparaisse. Au revoir, cher Arthur.
si je ne devais pas survivre à cette nuit. Que Dieu te garde, très cher, et que Dieu me vienne en aide. Mwah! Thank you. Thank you. Early stream and already dead? Drop backpack? I think drop backpack is better. Because if we drop the things that we have equipped, it's oftentimes generates problems. You know, that we are naked and then we can't do anything and then we just die 500 times to wolves and so on. Advanced settings. Oh god. Okay. We go. Yes. Grim and dark, sexy and barbaric, lots of desert, snakes and cults. Ooh. Ooh. Wait, how you mean I'm going to be very naked at the start? What the fuck? Group strip! Group strip! Group strip! What the hell is happening? Are we crucified? What's happening? We go. What the fuck is going on? Oh my god. Hold on. Here so you guys can see everything. You can see everything, right? How you mean? I didn't turn nudity off. I didn't. The game came by default. No. Hyborian? Cimmerian? Stygian? Oh, so sexy. Tribble? How do you even accomplish that with a hair? Does this count as bald? Or long hair? Okay. Does our race? Yes. Long bald. Yeah, I have long bald hair. That's how you imagine it. It's the Goro. Oh god. Goro was disgusting. Lemurians. Okay. Secretive and mysterious. Very little is known. Nordheimer. Becht. Okay. Does the race matter for anything, you guys? Does it matter, like, for... Like, for any interaction, or is just how you look? Not really? It's just preset for customization? So those guys are kind of like the Githyanki? They escaped slavery? Okay, let's see. What is religion for? In game? Just to clarify.
In game. In game. In game. Prage. Oh, you can summon avatars? Okay. Okay, which one is the most broken? Sect, Giant Servant, Tentacled Horror. Oh my gosh! I can already summon this one. I summoned Tentacled Horror. Rawr! Oh, yeah. This was a bad idea. Oh, all good now. Yogg. Hold on. What else? Ymir. Frost Giant. Two-faced goddess. Chrome. Nana? What does this mean? So you can either summon a giant spider, a two-faced goddess, a frost giant, a tentacled horror, a giant serpent, a bronze statue, or you can summon nothing and roleplay yourself in real life.